Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne RTI 1. Tout de suite, les titres. En Côte d'Ivoire, la commémoration aujourd'hui du 29e anniversaire du décès du premier président de la République, Félix Houphouët-Boigny. L'actuel chef de l'État, Alassane Ouattara, invite en ce jour ses compatriotes à s'approprier les valeurs de paix et de dialogue que le père de la nation, Félix Houphouët-Boigny, a léguées. Toujours en Côte d'Ivoire, la présentation hier dans la commune du Plateau aux députés de l'Assemblée nationale d'un projet de loi relatif à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation. Ce projet, adopté avec 14 voix pour et 12 abstentions, a été présenté et expliqué par le ministre Adama Diawara. Enfin, en Chine, un allègement des mesures zéro coronavirus annoncé par les autorités. Côte d'Ivoire, donc, une journée aujourd'hui pour se souvenir du père fondateur de la nation. 7 décembre 1993, 7 décembre 2022, il y a 29 ans, le premier président de la République, Félix Houphouët-Boigny, s'éteignait. En ce jour de la commémoration de l'anniversaire de son décès, l'actuel président de la République, Alassane Ouattara, exhorte ses compatriotes ivoiriens dans un tweet à s'approprier les valeurs de paix et de dialogue que le père de la nation, Félix Houphouët-Boigny, a léguées. 29e anniversaire aujourd'hui du décès du père de la nation ivoirienne, le premier président de la République, Félix Houphouët-Boigny. Pour célébrer sa mémoire, le RHDP, le Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix, a organisé ce matin une messe à la cathédrale Saint-Paul dans la commune du Plateau. À noter également une cérémonie d'hommage avec un panel de haut niveau sur l'oufouettisme au Palais de la Culture dans la commune de Trècheville. Nous allons largement revenir sur ce sujet dans nos prochaines éditions. Toujours en Côte d'Ivoire, la présentation hier d'un projet de loi relatif à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation. Le document a été présenté et expliqué par le ministre Adama Diawara aux députés de l'Assemblée nationale. Ce projet, adopté avec 14 voix pour et 12 abstentions, veut redynamiser le système en place depuis 1995. Les précisions de Sephora Zegui. Adama Diawara à l'hémicycle. Face aux députés de la Commission de la recherche, de la science, de la technologie et de l'environnement, cette commission composée de 40 membres, dont 24 présents, a examiné avec minutie le projet de loi portant sur l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Dans son exposé, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a démontré la pertinence du projet qu'il porte. Ce projet de loi renforce l'autonomie et améliore la gouvernance des établissements publics à caractère administratif, social, culturel et environnemental que constituent les structures d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation nommées établissements publics administratifs à caractère scientifique et technologique et passent par le présent projet de loi. Le renforcement de l'autonomie et l'amélioration de la gouvernance des structures d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation induits par le présent projet de loi sont motivés par le contexte concurrentiel mondial actuel. Ce projet de loi va permettre aux structures d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation d'avoir un nouveau mode de gestion basé sur la logique des résultats axés sur la performance. Elles deviendront ainsi un levier de compétitivité au plan international. Adama Diawara a défendu avec brio son projet qui obtient 14 voix pour, 0 voix contre et 12 abstentions. Cette loi va permettre donc de régler, de résoudre les problèmes systémiques qui se posent dans notre sous-secteur. Je citerai pêle-mêle l'insuffisance de la capacité d'accueil dans le supérieur public, le manque d'enseignants dans certaines spécialités, la faiblesse du rendement interne, la faiblesse du rendement externe, l'insuffisance du financement de l'enseignement supérieur, l'insuffisance des transferts sociaux, la faible valorisation académique, disons économique des résultats de la recherche et le sous-financement de la recherche. Et tous ces problèmes-là sont adressés dans cette nouvelle loi. Donc cette nouvelle loi est un cadre juridique, je le répète, qui permettra de relever tous ces défis qui se posent à notre sous-secteur enseignement supérieur et recherche scientifique. Le projet de loi relatif à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation est un vaste chantier de réforme qui vient apporter des réponses appropriées et durables aux problèmes de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Dans l'actualité également, la toute première Assemblée générale du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Les travaux et échanges se sont déroulés dans le district d'Abidjan et ont porté sur les activités 2021-2022. Rencontre en présence du ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, Mamadou Touré. Pour en parler, Khalil Diomandé et Didier Nguessan. Les membres du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, CNJCI, au grand complet pour la première Assemblée générale ordinaire. Un moment de retrouvailles pour dresser le bilan des 365 jours écoulés. Au titre des représentations nationales et internationales, nous enregistrons 56 investitures pour cette année, 53 activités accompagnées par le CNJ et la participation à 12 événements et séminaires internationaux. Il est à noter également des avancées au niveau du siège que nous avons acquis en fin d'année 2021 et qui nous a permis aujourd'hui de tenir ce siège à disposition de 139 organisations de jeunesse. Pour la nouvelle année, l'organisation veut aller plus loin. Nous sommes conscients que le CNJ ne sera une plus-value pour notre pays, la Côte d'Ivoire, que s'il se positionne comme un véritable levier et comme une force de proposition pour les pouvoirs publics, et nous y travaillerons en axe 1 au cours de l'année 2023. Nous comptons relancer également au titre de cette année le concours Impact Jeune et poursuivre le renforcement des capacités de nos membres. Les résultats atteints au cours de l'année précédente sont jugés satisfaisants par le ministre de tutelle. Mamadou Touré appelle toutefois à plus d'efficacité pour l'année 2023. Vous avez fait un travail remarquable, mais pour l'année 2023, il faut aller un peu plus loin dans ce que vous faites. Et puis, vous rendre attentif aussi au fait que l'année 2023 est une année électorale. Et comme c'est une année électorale, il est important que dans les actions que vous allez mener, vous mettez donc un accent particulier sur la nécessité d'aller à ces élections dans la paix, dans la tranquillité. Moi, j'attends beaucoup de vous. Cette première Assemblée générale ordinaire du CNJCI était également placée sous le signe de l'excellence et du mérite. Les 3 meilleurs délégués départementaux au titre de l'année 2021-2022 ont été primés pour leur action à fort impact social et communautaire. Les cérémonies d'honneur à l'emblème national initiées par le ministère de la Promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Le lycée moderne de Angré, dans la commune de Cocody, a reçu récemment la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Belmonde Dogo a exhorté les élèves au travail et à la discipline. Le point dans ce reportage de Franck Quadio. Le drapeau national à l'honneur au lycée moderne de Cocody-Angré. Quelques minutes de chant pour promouvoir les valeurs de la République, notamment la discipline, le civisme et le travail. Des valeurs qui s'appliquent bien ici et dont les résultats sont perceptibles. Aux examens de la session 2021-2022, nous avons obtenu au BEPC 53,37% de taux d'admission et au baccalauréat 57,76%. Le personnel et les élèves sont travailleurs et consciencieux. Dans son adresse, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté insiste sur les effets négatifs des congés anticipés. Vous devez bannir de votre langage les congés anticipés. Vous avez un calendrier scolaire à respecter, vous le respectez jusqu'à la dernière minute. Si les congés sont le 23, on prend l'engagement de venir à l'école jusqu'au 23. Est-ce qu'on prend l'engagement de respecter les heures de cours jusqu'au 23? Des conseils judicieux, les élèves s'engagent donc. Je vous promets un bac avec mention très bien. Je prends aussi l'engagement de m'éloigner de l'alcool et la drogue, même si je n'en touche pas. Et je prends l'engagement de veiller à ce que mon entourage passe comme moi. Le corps enseignant du lycée moderne de Cocody-Angré a par ailleurs remis à l'hôte du jour un document comportant des doléances axées sur l'amélioration des conditions d'apprentissage des élèves. Miss Belmonde Dogo entend les analyser minutieusement et y apporter des réponses idoines.
Autre actualité, la Côte d'Ivoire à la conférence des leaders politiques d'Afrique, du Pacifique, des Caraïbes et d'Europe. Les travaux se sont ouverts le 5 décembre dernier à Marrakech, dans la région centre du Maroc. Objectif, stimuler à travers des panels de haut niveau les échanges et idées qui peuvent inspirer les pays membres et autres organisations internationales. Le point, Moussa Konaté. Un panel sur les nouveaux défis énergétiques en Afrique. Face à l'auditoire, Thomas Kamara, président de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale, expose sur les potentialités des États africains pour affronter le déficit énergétique. L'accès à l'énergie est encore faible dans les pays africains. Le développement de nos pays ne peut pas se faire sans énergie. Or, il se trouve que les énergies renouvelables sont encore chères à l'heure actuelle. Et pourtant, nous avons des énergies fossiles. Nous avons le gaz naturel, nous avons le pétrole. Comment ne pas exploiter notre pétrole et notre gaz naturel pour assurer et apporter l'énergie à nos populations, assurer notre développement économique avec donc ces énergies et vouloir à tout prix utiliser des énergies renouvelables qui sont très chères. Voilà la problématique. En plus de cette thématique, plusieurs autres sujets sont débattus à cette tribune des travaux annuels des leaders politiques libéraux d'Europe, d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, l'UNIUPAC. Un cadre d'échange entre acteurs de l'international libéral en vue d'apporter des solutions à certains problèmes qui minent le continent. Il y a des défis qui sont très importants et au niveau africain et au niveau européen qui nous lient, comme la question du changement climatique, comme les questions de sécurité et de migration. Donc tout ça, c'est des questions auxquelles on essaie de trouver des réponses communes entre partenaires. L'Afrique n'est pas très souvent entendue comme il faut quand les décisions se prennent. Et il est heureux de constater que ce genre d'espace d'expression se crée de plus en plus, en tout cas dans l'environnement des libéraux, pour pouvoir écouter davantage l'Afrique pour que les attentes des Africains soient prises en compte au moment de la prise des différentes décisions ou de la signature des différents accords. Europe-Afrique, renforcer la coopération libérale, c'est le thème central de cette conférence annuelle du RENUPAC. Un mot à présent sur la 4e et dernière session 2022 du Conseil municipal de Kong dans la région nord-est du pays. Les participants ont fait le bilan des activités menées cette année. Les explications de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. 4e et dernière session du Conseil municipal de Kong au titre de l'année 2022. Une session bilan des activités menées au cours de l'année. Après examen et adoption des points à l'ordre du jour, le conseil municipal a décerné une note de satisfaction au maire Tiemoko Abdraman Berté pour les efforts consentis en matière de gestion du budget communal ainsi que dans le cadre de la consolidation de la paix et de l'unité à Kong. Outre les projets d'urbanisation, les travaux de construction d'un centre professionnel, d'un hôpital général, d'un abattoir moderne, d'une décharge moderne pour les déchets ménagers, le conseil municipal s'est appesanti sur les travaux de construction du nouveau marché de la commune, une infrastructure d'un coût de plus de 600 millions de francs CFA. La 4e session du conseil municipal de Kong s'est tenue en présence du corps préfectoral, des directeurs et chefs de service, des chefs traditionnels et des guides religieux. Un tout autre sujet à présent. En Côte d'Ivoire, les éleveurs face à la flambée des prix ou à la pénurie des aliments pour volailles. Il s'agit du maïs, du soja et de la farine de poisson. Et lorsqu'arrivent les fêtes de fin d'année 2022, période de grande consommation de volailles, le problème est encore plus difficile. Pour en parler, Jean-Louis Gbangbo. Dans sa ferme située à la lisière de Bingerville, Ahmed Koné, éleveur de volailles, termine sa tournée d'inspection de ses enclos. Une semaine, le sujet faisait déjà 171 grammes. À l'arrivée, il pesait 40 grammes. D'accord. Et l'aliment? Qu'est-ce que tu penses de l'aliment? Moi, on prend depuis le premier jour. Okay. Ils étaient pratiquement à 5 grammes. Aujourd'hui, on se retrouve pratiquement à un sac par jour. D'accord. C'est-à-dire c'est 1 kilogramme.
c'est-à-dire la consommation d'aliments évolue bien. D'accord. Si Ahmed est aussi pointilleux sur le poids et l'alimentation de ses poussins, c'est parce qu'il traverse en ce moment une grosse difficulté. L'aliment, il est disponible, mais il est cher. Il est cher parce que le prix de tous les intrants ont flambé, que ce soit le maïs, que ce soit le soja, que ce soit tous les concentrés, les prémices, tout a flambé. On pouvait produire un poussin comme ça jusqu'à terme à tout au plus 1200, 1300 francs jusqu'à ce qu'il atteigne la maturité. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une réalité où il faut débourser près de 1800. Conséquence directe de cette situation, la réduction de la production de la ferme. En plein temps, on doit remplir tous les bâtiments. Nous avons 4 bâtiments de 3000. Ça va faire 12 000. Avec la situation mondiale actuelle, c'est un peu compliqué. Pour l'instant, on arrive à produire 3000. Mais pas de quoi affoler Ahmed. Avec la gestion parcimonieuse de l'aliment de ses poussins, il pense être prêt pour la période des fêtes de fin d'année. Est-ce qu'on peut avoir une idée du poids moyen à 10 jours aujourd'hui? En forte hausse depuis quelques années, la production de poulet de chair et de ponte fait face à une crise récurrente, la disponibilité des aliments pour la volaille, notamment le maïs, l'un des composants essentiels dans la préparation des aliments, mais également d'autres composants comme le soja ou la farine de poisson sont hors de portée pour une grande majorité d'aviculteurs. Si nous comparons l'évolution des prix du maïs et du soja depuis environ 1 an et demi, nous sommes passés d'une moyenne de, je dirais, 100 à 135 francs pour le maïs à 300 à 320 francs. Pour le soja, nous sommes passés de pratiquement 300 francs à 430 francs. Donc vous voyez que les deux principaux intrants, donc qui sont le maïs et le soja, ont explosé. À côté de ces intrants, vous avez le son de blé qui représente, après ces deux matières premières, environ 10% d'incorporation dans l'aliment. Le son de blé est passé pratiquement de 100 à 140 francs. À côté de ça, tous les autres prix ont augmenté. Ce qui fait que l'aliment est passé, je dirais, entre de 10 à 12 000 francs le sac à pratiquement 18 000 francs le sac. Le phénomène n'impacte pas que les fermiers. Les revendeurs de ce marché de volailles à Treichville, l'une des principales destinations des produits de la ferme de Ahmed Koné à Bingerville, font également face à des frais additionnels. Un exemple, j'envoie 600 poulets pour vendre en 2 jours. Par rapport au lancement du marché, les 100 poulets ont fait 4 jours à 1 mois. Il faut que je les nourrisse. Donc je suis obligé d'acheter au moins 1 ou 2 sacs d'aliments pour les donner. Donc ça nous fait encore d'autres dépenses supplémentaires encore. La conséquence est directe pour l'approvisionnement et les prix. Il y a beaucoup d'éleveurs qui n'ont pas assez de moyens, qui ont arrêté de faire l'élevage. Avant, on prenait les poulets en bouche 1800, 1900. Mais aujourd'hui, on est passé à 2000 minimum, sur 2100 francs, 2200. Donc, ce qui veut que nous aussi, sur les marchés, le prix en gros aussi est monté à 2300, maximum 2400. Bon, les revendeurs aussi vendent ça à 3000, 2800. L'ambition du gouvernement d'atteindre une production de 200 000 tonnes de viande et de 3,37 milliards d'unités d'œufs de consommation à l'horizon 2030 serait-elle désormais un vœu pieux avec la hausse des prix des intrants d'élevage? Il n'y aura pas de pénurie de poulets. Nous allons connaître des difficultés parce qu'effectivement, l'activité qui se menait de façon régulière sur toute l'année va prendre des contre-coups. Et c'est des contre-coups qui vont exiger l'augmentation des volumes à une certaine période. Donc, de façon globale, nous allons avoir une augmentation de la production nationale. Déjà, pour le problème de la crise de l'aliment de volaille, l'État s'est engagé dans un projet qui devrait soulager plus d'un éleveur. Nous avions anticipé dans le plan stratégique deuxième génération, nous avons parlé de créer un réseau de silos pour le stockage de maïs pour un volume total de stockage de 420 000 tonnes. Ce qui va nous permettre donc de faire face à des moments de pénurie et surtout de faire face à la qualité du maïs. Une solution qui viendra s'ajouter à d'autres décisions fortes, comme l'instauration d'un prélèvement compensatoire pour neutraliser les effets des subventions à l'exportation dans les pays d'origine, pour éviter qu'elles ne portent préjudice aux producteurs nationaux. Comment mettre fin à la criminalité financière? Question
Au centre de la 9e Assemblée générale annuelle du réseau Interagences de recouvrement des avoirs pour l'Afrique de l'Ouest. Les travaux se sont déroulés il y a quelques jours dans le district d'Abidjan. Le point, Lanciné Bakayoko. Face à la montée des infractions générant des revenus illicites, dont la corruption, la fraude fiscale, la drogue, la criminalité organisée et les attaques contre l'environnement, le réseau Interagences de recouvrement des avoirs pour l'Afrique de l'Ouest finalise sa stratégie. Une stratégie basée sur la mise en place d'un organe chargé de traquer les ressources issues des activités criminelles. Le problème de fond, c'est l'interopérationnalisation entre agences. Et que dès qu'il y a une infraction criminelle, il est important de voir par rapport à l'architecture et le dispositif législatif, ce qui amènerait à faire des enquêtes conjointes sur le patrimoine. Opérationnaliser un organe de recouvrement robuste et efficace, une vraie urgence pour la survie des États africains. Selon des rapports conjoints établis par l'OCDE et la BAD, d'importants montants quittent l'Afrique en toute illégalité pour se voir transférés en Europe ou ailleurs dans le monde. Plus de 3103 milliards de francs CFA pour la seule sous-région ouest-africaine. Ce sont autant de ressources financières qui auraient pu servir au financement des politiques de développement de nos pays. C'est pourquoi il sied de saluer la tenue de cette 9e Assemblée générale annuelle d'Arinois, qui répond à cette exigence de synergie d'action entre toutes les parties prenantes en vue de définir les orientations pour un système de sécurité correctement coordonné, efficace et opérationnel. Le secrétariat permanent du réseau Interagences de recouvrement des avoirs pour l'Afrique de l'Ouest est assuré par la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, dont l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs criminels, AGRAC, a été créée en juin 2022. Cet établissement public est chargé d'exécuter les décisions de gel, de saisie et de confiscation des avoirs illégaux prononcées dans le cadre de procédures pénales ou administratives. Toujours en Côte d'Ivoire, l'élaboration de la stratégie nationale d'alerte précoce et de réponse rapide d'ici à 2027. Il s'agit pour l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale de renforcer le suivi de l'état de la cohésion sociale et de la solidarité dans tout le pays. Les explications de Elvine Yeboué et Jean Djadji. Un projet de stratégie nationale d'alerte précoce et de réponse rapide en matière de solidarité et de cohésion sociale en cours de validation. Ce projet vise à lutter contre les conflits intercommunautaires, les violences de tout genre et autres cas de sinistres. La validation de ce programme implique les experts de l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale, structure sous tutelle du ministère de la Solidarité et de tous les acteurs de la société civile. Cette rencontre vise notamment à recueillir les observations et les contributions des parties prenantes afin de faciliter l'opérationnalisation de ce document de planification et de gestion des risques dans le pays. Pour que le document soit inclusif, il a fallu donc élargir le groupe avec les acteurs clés intéressés à la question d'alerte précoce et de réponse rapide en matière de solidarité et de cohésion sociale. Ce sont ces acteurs que nous avons convoqués aujourd'hui pour leur soumettre le document qui a été élaboré. La stratégie bien élaborée permettra à terme à la Côte d'Ivoire non seulement de mieux anticiper la survenue des conflits, des crises, mais aussi et surtout de déclencher en temps opportun les réponses nécessaires. La stratégie nationale d'alerte précoce et de réponse rapide s'inscrit dans la vision du président de la République à travers le programme de gouvernance baptisé la Côte d'Ivoire solidaire. Ce projet prend fin en 2027 et s'étendra sur toute l'étendue du territoire national. Soyons et restons vigilants face au coronavirus. Un seul nouveau cas de coronavirus enregistré hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. À noter que la Côte d'Ivoire compte actuellement 87 890 cas confirmés de coronavirus, 87 053 personnes guéries, 830 décès et 7 cas actifs.
Le coronavirus en Chine, les autorités communiquent aujourd'hui un allègement des mesures sanitaires prises dans le cadre de la politique zéro Covid en œuvre depuis 3 ans. En effet, la Commission nationale de la santé a annoncé que les personnes contaminées par le coronavirus asymptomatiques ou ne présentant que des symptômes légers de coronavirus pourraient effectuer leur période d'isolement à domicile plutôt que dans un centre dédié. Un tout autre sujet à présent, mettre fin à la violence à l'égard des filles et femmes, c'est l'objectif de la Ligue ivoirienne des droits des femmes. Ce réseau féministe veut amener les femmes et filles à connaître leurs droits et dénoncer le harcèlement sexuel en milieu universitaire. Et à la faveur des 16 jours d'activisme contre ce fléau, la Ligue ivoirienne des droits des femmes sensibilise les étudiantes de l'université publique Alassane Ouattara de Bouaké, dans la région centre du pays. Les détails dans ce reportage de Soro Corona de RTI Bouaké. Une marée orange entre le lycée Guibo Sounkalo et l'université Alassane Ouattara, composée en majorité d'étudiantes membres de la Ligue ivoirienne des droits des femmes. Une activité qui s'inscrit dans le cadre des 16 jours d'activisme sur l'élimination de toutes les formes de violence à l'égard de la femme et de la fille. Pour l'édition 2022 des 16 jours d'activisme, la Ligue ivoirienne des droits des femmes sensibilise sur le harcèlement sexuel en milieu universitaire. Toutes les femmes qui sont mortes dans le silence et toutes ces jeunes filles qui, dans leur chambre, ont peur de sortir, ont peur de parler parce qu'elles ont été victimes de viol, parce qu'elles sont victimes de harcèlement sur le campus ou même chez elles à la maison. Nous voulons qu'aujourd'hui, chacun prenne la résolution de se battre contre les violences, que ce ne soit pas seulement pendant 16 jours où on orange le monde et après on noircit le monde. Non, on veut oranger le monde chaque jour, 365 jours sur 365 jours. Cette journée de sensibilisation sur les violences basées sur le genre a été une occasion pour rendre un hommage à l'étudiante Hermine Kouakou, une étudiante assassinée le 25 novembre 2021. Merci à toutes ces femmes, à tous ces hommes qui luttent vraiment contre la violence faite aux femmes. Je vous assure que depuis cet événement, nous ne vivons pratiquement plus. La lutte est vraiment très noble. Je les félicite, je leur dis merci pour tout le combat qu'elles abattent pour les femmes, pour les hommes, surtout pour Hermine. L'engagement de la Ligue ivoirienne des droits des femmes qui vise à mettre fin au VBG dans les universités est soutenu par le Canada. Son ambassadeur, Anderson Blanc, exhorte la Ligue à accentuer la lutte. Nous travaillons en collaboration avec différentes organisations. Nous sommes très heureux d'être aujourd'hui avec la présidente de la Ligue ivoirienne. C'est un exemple de l'action communautaire où on est capable d'aller dans les milieux, de se rapprocher des jeunes, des étudiants, des étudiantes, de dire non à la violence basée sur le genre sous toutes ses formes. La Ligue ivoirienne des droits des femmes, réseau féministe, est créée en novembre 2019. La Ligue lutte contre les violences conjugales féministes faites aux femmes. La semaine de la population, édition 2022, célébrée à San Pedro, dans la région sud-ouest du pays. À noter 2 conférences portant sur la transition démographique et les défis et enjeux de la structure par âge de la population ivoirienne. Les explications détaillées, Sam Conan. L'édition 2022 de la Semaine de la population a été marquée par des conférences et des rencontres de sensibilisation dans la 2e ville économique du pays. La thématique « Accélérer la transition démographique et bénéficier d'un dividende pour mieux faire face aux défis sociaux » a été abordée avec les professionnels de médias et les étudiants de l'Université de San Pedro. Ce que j'ai retenu de cette conférence, c'est que la population augmente au fur et à mesure qu'on avance. C'est à travers nos actions qu'on pourra développer la Côte d'Ivoire. Nos supports sont des vecteurs de communication. Donc, si l'ONP, qui est l'Office national de la population, nous associe, c'est pour recevoir la bonne information, pour pouvoir la véhiculer auprès des populations pour la maîtrise de cette démographie-là. Les principaux décideurs et acteurs du Bassa Sandra, eux, ont été sensibilisés sur les défis et enjeux de la structure par âge de la population ivoirienne. C'est avec la population qu'on fait le développement. Si vous avez une population que vous ne mettez pas au travail, vous ne pouvez pas progresser. Si vous avez une population beaucoup trop vieillissante aussi, vous ne pouvez pas progresser. Donc, le dividende démographique est un facteur très très important pour le développement.
Après les différents recensements, on se rend compte qu'on a une structure de la population. Donc, on essaie de voir est-ce que cette structure de la population telle qu'elle se présente, est-ce qu'elle est favorable à la création de la richesse? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les leviers sur lesquels il faut agir pour que la population telle qu'elle se présente puisse être favorable à la création de la richesse nationale? L'édition 2023 de la Semaine de la population va aborder d'autres thématiques qui concernent les 29 millions d'habitants que compte notre pays. Enfin, en image, ce drame aujourd'hui dans la région centre de l'Indonésie. Un policier a été tué et plusieurs autres blessés lors d'un attentat suicide dans un commissariat à Bandung. Aucune indication sur le mobile de cette attaque n'a été donnée par les autorités de l'archipel, le plus grand pays à majorité musulmane du monde qui est depuis des années en proie à l'activisme islamiste. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellente suite de nos programmes sur RTI 1.